laisse la parole à Pierre Thévagnan. Bonne conférence. Et après, naturellement, après son intervention, nous aurons un débat. Merci. Bonsoir et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, il est convenu que je parle 3 petits quarts d'heure, c'est ça, et puis après, on continue de parler en interaction. Donc, je vais présenter un petit peu mes réflexions en 3 quarts d'heure. Tout d'abord, dire que je ne pense pas que c'est ma célébrité qui a mobilisé les foules dehors. Il y a plus célèbre que moi, bien plus célèbre que moi, c'est le mot woke et wokisme. Et je pense que c'est ça surtout qui a fait venir ces 10 personnes. Et c'est vrai que malheureusement, c'est au-delà, c'est bien plus que 10 personnes qui se mobilisent dès qu'ils entendent, qui sortent. Alors qui sortent quoi qui sortent plus que leur revolver quand ils entendent le mot woke, hein, qui sortent l'artillerie lourde. Donc, je vais peut-être commencer par là. Pourquoi j'ai repris ce mot et je lui ai consacré un livre? Parce que, de facto, je cite ça dans l'introduction, j'ai vu dans le débat public s'inviter ce mot. Et bon, je co-anime un site qui s'appelle Les mots sont importants, et on voit comme ça fait partie des surprises, un mot qui apparaît, qui n'existait pas, que personne n'employait, et puis qui tout d'un coup, en quelques années, devient vraiment employé par absolument tout le monde. Un des exemples les plus frappants qu'il y avait ces dernières décennies, c'était communautarisme, qui est vraiment un terme qui venait du milieu académique pour désigner des phénomènes d'ailleurs qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ensuite on a appelé communautarisme, donc, mais qui était employé par des tout petits milieux très savants, et puis qu'on a vu changer de sens et changer aussi de surface médiatique, et qui désormais, mais carrément, le pilier de bar qui n'a jamais mis un pied à l'université, emploie couramment ce mot pour désigner des tas de choses qui d'ailleurs sont grosso modo les mêmes, à peu de choses près, que le wokisme. Et donc là, on a un succès encore plus fulgurant avec le mot wokisme, qui est un mot qui vient d'un mot américain, qui lui-même a une histoire, et qui là maintenant est omniprésent, donc sur les bancs de l'Assemblée nationale, dans les émissions de télé des chaînes dites d'infos, qui ne font pas beaucoup d'infos et beaucoup d'autres choses. Et de fait, le mot maintenant, effectivement, est employé par énormément de gens pour désigner énormément de choses, mais toutes mauvaises, et c'est devenu l'ennemi. Alors, je cite à la fois pour m'amuser et puis à titre de symptôme, dans l'introduction, j'ai recensé, et c'est une liste non exhaustive, je me suis contenté des plus grands éditeurs, 30 sur 5 ans, 30 ouvrages en langue française qui prennent l'esprit woke, la mouvance woke, ou le wokisme, ou la cancel culture, pour ennemi, avec la présence du mot woke, au moins dans le titre ou le sous-titre du livre, et quelques 2-3 autres où c'est ni dans le titre ni dans le sous-titre, mais sur la 4e de couverture, désigné comme l'ennemi principal. Par exemple, chez Pierre-André Taguieff, il n'y a pas le mot woke ni dans le titre ni dans le sous-titre, mais on comprend en lisant la 4e de couverture que c'est ça qui est visé. Donc le wokisme et la cancel culture, donc 30 essais en 5 ans chez des grands éditeurs. Donc ça ne compte pas évidemment tous les petits libelles autopubliés, tous les contenus YouTube ou autres partout qui pullule véritablement, l'observatoire du wokisme, etc., etc. Et donc, pour donner quand même un état d'esprit et quantitatif et qualitatif sur qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, je donne quelques titres, parce que les titres eux-mêmes sont parlants. Face au wokisme, donc il y a bien l'idée d'un affrontement qui devient le grand affrontement de l'époque. La religion woke, Jean-François Bronstein, religion étant pris très clairement dans son sens le plus péjoratif, de quelque chose qui va contre la raison et contre le progrès, et qui est synonyme d'obscurantisme. D'ailleurs, le dernier livre en date qui est sorti après mon livre, donc que je n'ai pas recensé, mais qui est une synthèse d'une trentaine de contributeurs qui, la plupart, avaient déjà fait un essai à titre personnel sur le sujet, et qui est paru au PUF et qui a défrayé un petit peu la chronique, parce qu'il n'était pas normal qu'un livre de cette trempe, c'est-à-dire d'extrême droite, et surtout d'une qualité, d'un point de vue épistémologique, scientifique, nulle, soit publié aux prestigieuses presses universitaires de France. Finalement, il a été déprogrammé. Finalement, il a été reprogrammé 3 jours après par un rapport de force médiatique, tout simplement. Et donc, il est sorti.
Et il est sous-titré ou titré « Face à l'obscurantisme woke ». Donc il y a vraiment cette idée qu'ils sont en lutte contre l'obscurantisme. Donc je vous donne quelques titres. Donc face au wokisme, la religion woke, le courage de la dissidence, l'esprit français contre le wokisme. Ça, on garde ça en tête aussi, c'est extrêmement présent, que la raison est la chose... La raison est made in France, pour le dire vite. La France est la patrie non seulement des droits de l'homme, mais de la raison et des Lumières. Et tout ce qui n'est pas français manque de rationalité, et tout ce qui manque de rationalité est anti-français. Et en l'occurrence, le wokisme, c'est un péril qui nous vient, vous le savez bien, d'Amérique, hein, des États-Unis, d'où vient une grosse partie du mal pour ces gens. Donc... et évidemment, pas que des États-Unis. Hein. L'esprit français contre le wokisme, on a pu le voir dehors tout à l'heure, il y a un autre sous-texte, c'est évidemment les ennemis de l'intérieur, c'est les islamistes, c'est l'islamisation du pays, c'est l'anti-France. C'était explicite ce soir, c'est ce qu'il disait. Donc il y a évidemment l'idée, quand on dit l'esprit français contre le wokisme, et qu'on pense que l'enjeu de l'époque, c'est ce combat-là. C'est très clairement la défense d'une certaine France, d'une certaine francité, contre des idées, en l'occurrence progressistes, qui sont celles que défend la Ligue des droits de l'homme, entre autres, c'est-à-dire de droits humains universels qui valent pour tous. Alors, je continue. Je vais essayer de ne pas trop commenter, de vous donner comme ça, en brut, la sélection de titres les plus parlants, pour vous montrer à la fois le ridicule de ces postures anti-wokistes, et également quand même ce qu'il y a de nauséabond idéologiquement derrière. Donc l'esprit français contre le wokisme. Ensuite, petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke. Donc vous voyez, naguère, c'était mon fils est homosexuel, que dois-je faire? C'est pas sans lien, parce que évidemment, ce qui est reproché aux wokistes aussi, c'est évidemment d'être du côté de la perversion des normes éternelles du bien et du bien vivre. Avec évidemment la norme hétérosexuelle, et est venue s'ajouter là-dessus très fortement la transphobie, donc la norme bio, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'il y a un sexe natal et on ne doit pas en sortir. Également, que faire quand on a un manuel à l'usage des parents d'un enfant woke, parce qu'évidemment ces gens-là quand même sentent bien que il disait nous sommes la jeunesse, la nouvelle France, etc. Bon, globalement quand même, oui, on a 10 jeunes hommes, pas de femmes effectivement, une femme, mais globalement quand même, quand on passe dans les grands nombres et qu'on regarde qu'est-ce que c'est que les idées woke, et la sympathie pour les idées woke et l'hostilité, voire la haine contre les idées woke, c'est très clivé de manière générationnelle. C'est-à-dire qu'en gros, l'écrasante majorité, c'est un peu plus ambivalent du côté du sexe masculin justement, mais on a des études sociologiques très fines là-dessus, mais l'extrême majorité des jeunes générations en France est effectivement coupable, et c'est bien ça qui inquiète nos anti-wokistes, est coupable de complaisance, voire d'adhésion tout simplement avec ces idées dites woke. Et on va y venir sur ce que ça veut dire, mais en gros contre toutes les discriminations, pour l'égalité de traitement, pour la bienveillance, pour une certaine douceur aussi dans les rapports sociaux, pour une certaine du coup valorisation de la sensibilité, pour une certaine restriction du coup de la liberté d'expression, on pourra aussi y venir, en fonction de ces questions de sensibilité, pour une certaine pratique et une certaine adhésion à la pratique de la cancel culture, et on pourra aussi y venir sur ce que ça peut vouloir dire. Et en tout cas très clairement, y compris, alors si on prend nos universitaires qui publient le collectif contre l'obscurantisme woke, ce sont des universitaires retraités pour la plupart, et il y a un vrai clivage générationnel aussi dans le milieu universitaire sur ces questions. Je continue sur les titres parce qu'ils sont quand même éclairants et qui donnent quelques indications. Le wokisme serait-il un totalitarisme? Vous vous doutez que c'est une question rhétorique, la réponse est oui. Nathalie Heinisch. Les nouveaux inquisiteurs, donc vous voyez que c'est des gens qui ont peur, j'ai cette formule dans le livre, c'est des gens qui ont peur de beaucoup de choses, qui ont peur d'un foulard islamique, qui ont peur d'une personne transgenre, qui ont peur de l'écriture inclusive, qui ont peur d'une manif pour le climat, mais qui n'ont pas peur du ridicule et qui n'ont pas peur non plus des comparaisons hyperboliques. C'est-à-dire que un professeur pas loin à Toulouse, je crois, se fait sanctionner pour une série de fautes
je ne sais pas si vous avez suivi ça, un professeur de psychologie. C'est le grand exemple que mettent en avant les anti-wokistes pour dire qu'il y a une chasse aux sorcières et qu'on persécute les scientifiques. Pour avoir dit qu'un homme et une femme, c'est différent, et pour avoir un peu été goguenard là-dessus. Et puis, bon, il se trouve que quand on fait... il y a eu un très bon débunkage de ça dans Libération, sur qu'en est-il vraiment de cet exemple. Ça ouvre une autre parenthèse sur le rapport au vrai de ces gens-là, qui se réclament de la science et de la rationalité. C'est qu'en vérité, il n'a pas été privé de son salaire, il n'a pas été exclu, il a été suspendu de ses fonctions d'enseignement, et il a la moitié de son salaire sur les fonctions de recherche, et qu'il n'a surtout pas été sanctionné sur ce propos-là, cette faute-là, qui est considérée par la commission disciplinaire comme une faute, certes, mais ne justifiant pas l'arrêt de l'enseignement. C'est toute une série d'autres faits et d'autres fautes qui ont été commises et qui, à l'issue de cette procédure, ont été découvertes, et qui sont des fautes graves pour un universitaire, du genre confusion des genres entre son cabinet privé de psychologue et ses activités d'enseignement, favoritisme pour ses patients quand il s'agit de rendre des mémoires, des choses de ce genre-là, en fait. Utilisation de sa fille mineure comme exemple dans un cours en présentiel, des choses de ce genre-là. Et ben, cette personne-là se déclare être le Dreyfus du wokisme. Donc vous voyez que c'est des gens qui n'ont pas peur de ce genre de comparaison, la chasse aux sorcières, l'inquisition, le totalitarisme, et qui manient des mots chargés de sens d'une manière totalement irresponsable, immature, c'est pas gentil pour les enfants, mais d'une manière absolument... eux qui se font les chantres justement de la raison, de la rigueur scientifique et des faits, d'une manière totalement extravagante et totalement indécente moralement. Ce qu'on appelle les points Godwin aussi. Voilà. Donc, je continue. Excusez-moi de ne pas pouvoir m'empêcher de commenter. Je vais vous donner les titres. Le wokisme serait-il un totalitarisme? Les nouveaux inquisiteurs. Enquête sur une infiltrée en terre woke. Vous voyez bien, donc, qu'il y a évidemment aussi un jeu sur la peur. Donc, c'est évidemment la stratégie de communication de l'anti-wokisme, c'est la panique morale, c'est la psychose, c'est provoquer la peur. En finir avec le wokisme. Wokisme, la France serait-elle contaminée? Et donc là, on a également un schéma de pensée qui interroge beaucoup. Je renvoie à des analyses, il y en a des tonnes, ce n'est pas le seul, mais Sartre, Réflexion sur la question juive, c'est un schéma de pensée qui est propre à la pensée antisémite, à toutes les pensées racistes, à toutes les pensées fascistes. C'est l'idée que justement la raison, l'argumentation, le discours ne sont pas primordiaux et qu'il suffit qu'une fille voilée soit dans une école pour qu'il y ait risque de contamination de toute l'école. Bon, l'entrisme des frères musulmans, version Retailleau, c'est le même type de pensée. Et face au wokisme, le macartisme face au communisme, c'est le même type de pensée. C'est l'idée qu'à partir du moment où il y en a un, il y aura de toute façon contamination, parce que ce sont des gens pervers et séducteurs, des serpents de chez Walt Disney, et qu'on est donc face à une espèce de menace toute puissante. Et cette érection de la menace en menace toute puissance, elle est vraiment typique de la pensée plus que réactionnaire, de la pensée fasciste, je pense. Donc, en finir avec le wokisme, la France serait-elle contaminée? Woke fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries. Comme si, donc, bon, ça c'est le nous, hein, le nos films et nos séries renvoie à l'esprit français contre le wokisme. Donc la bonne vieille France de Michel Audiard, où tout le monde était blanc, tout le monde buvait son alcool au bistrot, et les femmes ne faisaient pas trop chier, et des homosexuels, c'était juste des sujets de blagues, mais c'était pas des personnages. Ou quand il y avait un personnage, c'était un personnage contre lequel tout le monde riait. Cette belle France qui n'avait rien d'idéologique, hein, ces fictions qui n'avaient rien d'idéologique, deviennent idéologisées lorsque justement elle est passée au crible de la critique, avec des lunettes qui sont celles d'une autre idéologie, d'une idéologie plus égalitaire, moins sexiste, moins homophobe, moins transphobe, moins raciste. Donc ça, c'est quelque chose de très classique aussi, c'est-à-dire que l'ordre établi et l'idéologie dominante, ce n'est pas l'idéologie, c'est la norme, c'est la nature, et que par contre, ceux qui viennent déconstruire, critiquer, et y compris objectiver, donc y compris avec des outils scientifiques, cette idéologie dominante, sont eux, parce qu'ils prennent le revers,
et qu'ils déconstruisent sont eux, et qui viennent en gros empêcher de tourner en rond, sont eux qualifiés d'idéologues. Voilà. Le livre d'ailleurs de Heinrich, précédent ou suivant, je ne sais plus, son livre contre le wokisme, c'était déjà un livre qui reprochait à la science, à la belle science pure de toute idéologie, la sienne, celle qui signe des pétitions contre le mariage pour tous ou l'homoparentalité, tout en se déclarant de gauche, que la science, allez, je lance une petite pique aussi, dans ses livres contre l'art contemporain, plus que sur l'art contemporain, mais ses livres de sociologie, répercutent sans vérifier et se font prendre la main dans le sac des légendes urbaines du type un Japonais a même vendu à un musée d'art une performance où il se jetait son suicide, où il se jetait du 15e étage, ce qui était évidemment une légende urbaine, mais qu'elle a répercuté dans son livre de sociologie. Donc ce sont ces gens-là qui donnent des leçons de science et qui qualifient les wokistes d'obscurantistes. Donc, bon, voilà, donc je m'arrête. Je fais beaucoup de digressions, mais vous avez, avec ces titres, déjà une idée de quoi il s'agit et à quoi on a affaire. Alors, si on cherche maintenant à reprendre les choses de manière plus rigoureuse et à dire, mais au fait, c'est quoi le wokisme ? Je vais en dire deux mots. Le wokisme, c'est un mot qui, comme beaucoup de mots en isme, sont pas de l'autodésignation, mais de l'hétérodésignation. Hein. On est appelé wokiste à son corps défendant et par l'ennemi. Ça date pas d'aujourd'hui. Le mot isme, c'est évidemment un moyen très courant, très consacré, très traditionnel de disqualifier en laissant entendre que, justement, on a en face de nous des gens qui sont du côté de l'idéologie, du sectarisme, de la fermeture d'esprit et finalement de la persécution. Les droits de l'hommistes en savent quelque chose. Hein. Voilà, vous défendez les droits de l'homme, les droits humains, vous êtes des droits de l'hommiste. Vous défendez l'égalité, vous êtes des égalitaristes. Vous défendez les droits des trans, vous êtes des transactivistes. Et vous prétendez, vous essayez, vous vous efforcez de stay woke, de rester éveillé face à l'injustice et ouvert au sort de vos semblables autour de vous, semblables ou dissemblables, mes frères et sœurs humains, et bien voire des animaux, parce que c'est évidemment une des cibles aussi, hein, les mouvements véganes des anti-wokistes, et bien vous êtes un dangereux wokiste. Voilà, le mot isme est très, très, très pratique pour ça. Mais au départ, évidemment, personne ne s'est jamais qualifié, avant d'être disqualifié sous ce nom, comme wokiste, simplement. Par contre, ce qui existe, de même qu'il existe des gens qui effectivement se mobilisent au nom des droits de l'homme, au nom de l'égalité, au nom des droits des trans, il y a des gens qui ont, à un moment donné, se sont retrouvés autour de la bannière Stay Woke, donc notamment le mouvement Black Lives Matter, les marches pour le climat, le mouvement MeToo. C'est autour de ces mouvements qu'aux États-Unis, le hashtag ou la banderole ou la pancarte Stay Woke a émergé. Et ça veut dire restons éveillés, restons vigilants. Ça veut dire très concrètement d'ailleurs deux choses. Woke, éveillé, vigilant, c'est quelque chose, je vais revenir dessus, qui est vieux comme le monde. Hein. C'est une métaphore, je pense, la plus ancienne, pour dire à la fois le goût de la connaissance et le goût de l'engagement éthique. Hein, pour la justice sociale. Globalement, alors au départ, il y a des racines religieuses, hein, évidemment. Dans toutes les religions, les prophètes s'adressent aux endormis en leur demandant de se réveiller et donc de se rendre sensibles au message du prophète qui nous annonce la bonne nouvelle. Et puis, évidemment, comme à peu près tout sur cette planète, la métaphore, elle s'est sécularisée et qu'on la retrouve, là encore, de toute éternité, depuis qu'il y a des mouvements laïques, dans tous les mouvements laïques. Donc, je m'amuse d'ailleurs, et c'est un peu plus que de l'amusement, c'est justement, ça a un effet théorique et pratique et politique de rappeler ça, que la philosophie des Lumières, qui est la grande banderole sous laquelle se mettent nos anti-wokistes, la philosophie des Lumières n'a cessé de se réclamer de ni plus ni moins que d'être et de rester woke, hein, de s'informer, de travailler sur les faits, d'être empiriste, d'analyser les récits de voyage pour parler des autres peuples et pas seulement nos fantasmagories, d'aller observer les faits, d'être critique face aux idées reçues et aux préjugés, et d'être critique, éveillé et mobilisé, donc sensibilisé, conscientisé, mobilisé, éveillé, face à l'injustice sociale et face à l'arbitraire du pouvoir. C'est ni plus ni moins que le mot d'ordre des Lumières.
Kant, le vieux Kant, qui fait aussi partie de cet héritage que captent les anti-wokistes. Alors, je m'amuse souvent, j'ai cette formule, hein. Parmi les pratiques et parmi les concepts qui font partie du camp wokiste, hein, il y a la cancel culture, on y reviendra peut-être, mais il y a aussi la critique de l'appropriation culturelle. La critique de l'appropriation culturelle, alors c'est par exemple, ça peut être en mode mineur, se moquer du blanc qui se fait des dreads, mais en mode majeur, c'est le rapt et la spoliation d'œuvres sur le continent africain à l'occasion de la colonisation, qui, parce qu'elles ont plu esthétiquement, ont été volées, spoliées et rapatriées dans des musées en Europe, et pour jouir, donc ont été privatisées, ont été spoliées et privatisées, pour jouir de leur valeur esthétique, alors même que, elles appartenaient à d'autres, et que deuxièmement, ces autres leur donnaient par ailleurs une autre valeur, une valeur souvent spirituelle et religieuse, que celle purement esthétique, si je puis dire, qu'on leur donne dans les musées européens. C'est tout ça. Donc, derrière la critique de l'appropriation culturelle, il y a aussi une critique très matérialiste, socio-économique, de la spoliation d'œuvres. Et puis, plus largement, le fait par exemple, qu'un styliste pique, sans payer de royalties, des formes qui soit ont été inventées par une personne, soit dont l'origine est plus floue, mais traditionnelle et clairement localisée dans des cultures et dans des collectivités du tiers-monde, pour dire vite, de zones dominées de la planète. Donc, voilà, c'est tout un ensemble de choses qu'on appelle l'appropriation culturelle et que des courants dits wokistes ou disqualifiés sous ce nom par leurs adversaires mettent en cause, l'appropriation culturelle. Pourquoi je fais cette parenthèse sur l'appropriation culturelle? C'est que précisément sur la philosophie des Lumières, le concept d'appropriation culturelle, il est parfaitement pertinent. C'est-à-dire que le courant anti-wokiste a fait une OPA et une opération d'appropriation culturelle. C'est-à-dire elle ne reprend que les oripeaux et une vague apparence de ce que c'est, en répétant à l'infini les mots raison, lumière, et 2-3 autres mots, et des noms propres, surtout Voltaire, Diderot, Montesquieu, Kant. Et dès qu'on va regarder de près, il n'y a rien. Tout le reste est non seulement différent, étranger, mais opposé et incompatible et antipodique, je ne sais pas si ça se dit, de ce qu'a été la philosophie des Lumières. C'est un peu la première moitié de mon livre insiste beaucoup sur cette dimension-là. On a affaire à une appropriation culturelle de la philosophie des Lumières par ceux que combattaient les philosophes des Lumières, c'est-à-dire par les obscurantistes. On a affaire à un nouvel obscurantisme. On a affaire à des gens qui, dans leur mode, dans leurs moyens, premièrement, et dans leur fin, deuxièmement, c'est-à-dire leurs moyens, leur mode de raisonnement, leur mode d'argumentation et leur finalité, les valeurs qu'ils défendent, à quoi ils s'opposent pour promouvoir quoi. La philosophie des Lumières, c'était quand même postuler l'égalité des intelligences, valoriser la raison critique contre l'arbitraire du pouvoir, en vue de plus de liberté et d'égalité pour tous. Ça a été plus ou moins bien tenu comme programme, et chacun des différents philosophes, Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, Kant, peut être critiqué à divers degrés sur à quel point il a été à la hauteur de ses prétentions. Mais de fait, malgré tout, c'était le mouvement d'ensemble, et des choses ont été accomplies sous cette bannière qui allaient dans ce sens-là. Et puis, il y a du rebut, je dirais, dans les œuvres, c'est-à-dire il y a des moments où, franchement, que ce soit Voltaire, Kant, qui peuvent être géniaux, imparables, rationnels, rationalistes, sur des tas de questions, se laissent aller aux préjugés et aux modes d'argumentation débiles de leur temps, entre guillemets, mais justement, on est censé, quand on est philosophe des Lumières, s'émanciper de cette emprise de l'époque et du préjugé et de la tradition et de l'héritage. Et donc, par exemple, notamment, sur les autres cultures, les autres ethnies ou sur les femmes, le bilan des philosophes des Lumières, il n'est pas brillant. Et on peut le dire sans rejeter toute une série d'autres productions de ces philosophes contre, effectivement, des formes d'emprise, par exemple, de cléricale, d'arbitraire du pouvoir monarchique, voire d'intolérance religieuse, notamment contre les protestants, par exemple. Donc, on a une appropriation culturelle, on a
sur les finalités, un mouvement, le mouvement des Lumières, qui clairement se battait contre l'arbitraire du pouvoir, pour plus de liberté, pour plus d'égalité également, même si ça a été fait imparfaitement et incomplètement. Clairement, regardez quels sont les chevaux de bataille de nos anti-wokistes. C'est moins de droits pour les trans, c'est moins de droits pour les minorités culturelles, ethniques, religieuses. C'est une critique très agressive contre les formes de mobilisation féministe autour de MeToo en ce moment. C'est, voilà, enfin, je pourrais aller à l'infini, ce n'est jamais, jamais, jamais pour plus de liberté ou d'égalité. C'est toujours le contraire. Deuxièmement, les modes argumentatifs. Là aussi, si je veux donner une formule un peu comme ça, une punchline, ce sont l'anti-wokisme, c'est un platisme respectable. C'est-à-dire que c'est le mode d'argumentation des platistes, des gens qui disent que la Terre est plate et que c'est bien le Soleil qui tourne autour de notre belle planète. Dès qu'ils parlent du monde social, ils se comportent, leur mode d'argumentation, non mais regardez, franchement, un homme et une femme, c'est quand même différent. Qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter? C'est des gens qui en appellent sans arrêt à l'évidence, au bon sens. L'islamisation de la France, l'entrisme des musulmans, enfin, on voit bien quand même qu'il y a de plus en plus de femmes voilées, ou qu'il y a plus. C'est sans arrêt vous voyez bien, l'appel à l'évidence, le refus et la disqualification des travaux réellement scientifiques dès lors qu'ils vont contre le sens commun et la perception immédiate. On a affaire donc à un platisme respectable. Alors ça va jusqu'à aussi l'exemple que j'ai cité de Nathalie Heinisch, qui est prête parce que pour les besoins de sa cause, c'est nécessaire, à aller nous croire à une légende urbaine qu'un enfant de 10 ans se douterait que ça ne s'est pas produit et qu'aucun musée n'a acheté le suicide d'un artiste qui sautait du 20e étage d'un building. Voilà. Donc, mais on est à ce niveau-là, si vous voulez, de qualité scientifique et de qualité intellectuelle et de probité intellectuelle. Plus fondamentalement, donc, je fais un sort au milieu du livre à un livre de Suzanne Neiman, qui est pas une personne qui est, je dirais, le haut du panier de l'anti-wokisme, qui est une personne réellement de gauche, réellement progressiste, mais qui, par contre, voilà, dans son argumentaire, en voulant écarter la gauche de tout ce qui pourrait être woke, au nom d'un retour aux Lumières, je trouve son discours problématique parce qu'il manque de cohérence. En gros, parce que tout ce qu'elle dit sur ce que les Lumières nous ont légué de positif et qui doit être le socle d'une pensée de gauche, d'une pensée progressiste, d'une pensée émancipatrice, et comment dire, je le signe et le contre-signe est parfaitement pertinent et bien exposé. En gros, ce que j'ai un petit peu dit, c'est-à-dire que le legs inestimable des philosophes des Lumières, qui ne sont pas les premiers dans l'histoire et qui ne sont pas non plus des modèles parfaits, parce que des modèles parfaits, ça n'existe pas, et comme je l'ai dit, aucun de ces philosophes n'a été toujours, dans tout ce qu'il écrivait, à la hauteur de cet idéal, mais n'empêche que le legs inestimable, elle l'exprime dans des termes qui sont très précis et pertinents, c'est le postulat de l'égalité, qu'il n'y a pas de privilège épistémique d'abord de qui que ce soit sur qui que ce soit, dès lors que tout le monde est, ça vient même de Descartes en amont, hein, le bon sens est la chose au monde la mieux partagée, ce qui fait la différence après est notre manière, notre niveau d'attention, de concentration et de méthode pour s'en servir et en profiter. Et il y a le texte célèbre et magnifique à beaucoup d'égards de Kant, Qu'est-ce que les Lumières, qui dit bien que les Lumières, c'est la sortie de l'état de minorité, de l'état de tutelle. Donc, c'est le courage de penser par soi-même en se servant de cette chose dont on dispose tous et toutes, qui est la raison. L'entendement, se servir soi-même de son propre entendement plutôt que de déléguer à des tutelles au-dessus de nous le soin de penser les choses sérieuses. Et elle dit, cette raison, notamment l'usage critique de cette raison, se servir de notre raison critique pour interroger, questionner, remettre en question, remettre en cause et du coup dévoiler le caractère infondé de toutes les prétendues hiérarchies ou normes instituées et de leur prétendue surtout naturalité, et notamment celle de la monarchie de droit divin, celle d'une religion qui serait la vérité, les autres n'étant que des superstitions. Et Suzanne Neiman dit, au-delà de ces cibles prioritaires, parce que c'était les pouvoirs les plus installés à l'époque, il est tout à fait légitime de rester sur ces mêmes bases en appliquant le même programme à d'autres autorités, reposant elles-mêmes sur d'autres évidences pseudo-naturelles,
comme la loi du marché pour la gestion de l'économie, comme l'ordre des sexes pour les relations entre hommes et femmes, et pour l'ordre des cultures et des races pour les rapports coloniaux et le racisme en général. Et donc, à très juste titre, elle fait remarquer que cette bannière et cette méthodologie et cette boussole des Lumières, qui est d'appeler chacun et chacune, plutôt qu'à se soumettre à des autorités établies, à des traditions, à des habitudes de pensée, à des préjugés, ne prendre pour boussole que sa propre raison critique qui interroge, qui questionne, et qui, rapidement, en faisant ça, fait tomber l'apparence de naturalité de l'ordre masculiniste, l'ordre des races, l'ordre ou la nécessité de l'économie de marché. Bien évidemment que, effectivement, c'est un héritage des Lumières, mais dès qu'on se demande maintenant qu'est-ce qui se passe dans le réel aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, qui fait ça? Est-ce que ce sont les anti-wokistes qui font ça ou les wokistes? Non seulement ce ne sont pas les anti-wokistes, mais ce sont les wokistes qui passent leur temps à faire ça. Et là, on est dans des choses objectives. Entre hommes et femmes, les militants ou les activistes ou les penseurs qui posent la question trans dans les termes qui sont connus et qui leur sont reprochés, c'est exactement ça qui est fait, sur des bases extrêmement rationnelles, y compris biologiques, sur ce que c'est que le sexe masculin, le sexe féminin, sur ce que c'est que le genre, les identités de genre dans la société, sur l'économie de marché. C'est ce que font les anticapitalistes lors de marches du climat ou d'autres types de marches, par le biais de discours rationnels et argumentés qui questionnent le fait que non, ce n'est pas la seule et unique manière, sans alternative, comme dit l'autre, de gérer l'économie. Et pareil pour l'inégalité des races, et pareil pour toutes les questions, pour toutes les dominations. Et que là, c'est un fait objectif. On a à faire, qu'est-ce qui déplaît tant chez les wokistes, chez ces étudiants sur les campus qui contestent leurs profs. Après, on peut discuter au cas par cas sur les formes qui peuvent être excessives parfois, mais c'est toujours sur la base d'arguments rationnels et d'une rébellion contre le fait qu'un prof, à un moment donné, a été complaisant ou a continué d'imposer une vérité éternelle et établie sur la naturalité encore une fois, de la différence irréductible masculin-féminin ou de la naturalité indépassable de l'économie de marché ou les différents autres... la supériorité de la civilisation occidentale sur les autres, le fait qu'elle aurait le monopole de la rationalité, ou que sais-je. Et qui se trouve en face de ces héritiers des Lumières, authentiques, que sont les anti-wokistes? Alors, il y a du déchet, il y a des excès, etc. Allez voir chez les philosophes des Lumières s'il n'y a pas du déchet et des excès. Hein, donc, je vais peut-être en parler après. J'ai de longues pages sur Diderot. J'y reviendrai après. Parce que j'ai un petit faible pour Diderot. Donc, mais qui on trouve en face de ces véritables héritiers de ce qu'il y a de meilleur dans la philosophie des Lumières et de réellement, de réellement émancipateur, de réellement égalitariste, de réellement rationaliste? Les anti-wokistes. Et les anti-wokistes se réclament de la raison, se réclament des Lumières, se réclament de Voltaire, se réclament de Kant, prononcent ces mots si on passe leur texte sur des instruments d'analyse quantitative. C'est les champions de l'héritage des Lumières, il n'y a pas de problème. Mais là où je dis que c'est une captation d'héritage et une appropriation culturelle, c'est que dès qu'on rentre dans le qualitatif, il n'y a pas une phrase qui s'enchaîne à l'autre de manière rationnelle et logique. Il n'y a pas un postulat de départ qui est un postulat progressiste, du type « partons du postulat que nous sommes tous doués de raison et capables de réfléchir ». Il n'y a pas un point d'arrivée, une conclusion qui soit une revendication de plus d'égalité et de plus de droits, c'est l'inverse. Et surtout la raison, qui est effectivement quantitativement le mot qu'ils emploient le plus, et donc la déraison, la folie, tout ce registre-là est mis du côté du wokisme, l'obscurantisme. La raison à laquelle ils font allusion, on peut regarder ligne par ligne, phrase par phrase, livre par livre, ce n'est jamais la raison critique dont parle Susan Neiman, celle qui a le pouvoir de questionner, de remettre à l'examen des choses qu'on a pris l'habitude de croire sans y réfléchir. C'est toujours l'autre sens du mot raison qui existe dans la langue de tous les jours. Quand on dit à un enfant sois raisonnable, c'est juste fais pas chier. Fais pas chier. Hein, arrête de questionner. Arrête de me demander, y compris des explications que je n'ai pas le niveau, que j'arrive pas à te donner. Hein, et réellement,
La raison, c'est de remettre en question l'idée qu'un homme, c'est un homme et une femme, c'est une femme, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, que l'économie de marché, l'offre et la demande, c'est des phénomènes naturels et on ne peut pas construire quoi que ce soit d'autre de différent. Que, donc, la raison, sans parler du cercle de la raison, hein, autoproclamé en matière d'économie, c'est Franc-Tireur, c'est le journal Franc-Tireur. Hein. Le cercle de la raison, et donc la raison se reconnaît, que ce soit sur la différence des sexes, la gestion de l'économie, la différence et la hiérarchie des cultures, sur tous les sujets, qu'une femme qui porte un voile, c'est quand même contraire à la laïcité. Et moi, j'ai écrit tout un livre, et même plusieurs là-dessus. Si on se sert de sa raison, qu'on va regarder que les faits, et des raisonnements, et que nos raisonnements sont guidés que par la logique, il va de soi que, par exemple, ce n'est pas la tradition, c'est un fait objectif, quoi qu'on pense du sujet, c'est un fait objectif qu'en France, la tradition laïque n'a jamais été d'imposer la neutralité aux usagers, aux citoyens, aux individus, aux usagers des services publics. La preuve, c'est qu'il a fallu une nouvelle loi en 2004 pour l'instaurer. Donc s'il a fallu une loi en 2004 pour l'instaurer, c'est que ni les lois Ferry de 1880, ni la loi de 1905 ne posaient cette obligation de neutralité vis-à-vis des usagers de services publics ou des individus dans la sphère publique. Et effectivement, on peut aller voir d'autres faits. Quand on va voir ce que dit la loi Ferry et ce que dit la loi de 1905, elle dit effectivement absolument autre chose. Elle dit même justement que la laïcité est là pour protéger le droit à l'expression religieuse, entre autres, des individus et des usagers de services publics, et que ce sont les agents, ceux qui gèrent, ceux qui ont des fonctions d'autorité, qui doivent être tenus à une certaine neutralité, ce que je résume souvent par la formule l'espace public neutre, ce qui est d'ailleurs une formule qui n'est même pas présente dans ces textes de loi. Mais si on veut des textes de loi existants en 1880 et surtout 1905, parler d'un espace public neutre que ça imposerait, c'est une neutralité de l'espace et pas du public. Et l'espace doit être neutre pour que le public puisse ne pas l'être. Dans un espace neutre, chacun et chacune, quelle que soit justement sa conviction, religieuse, irreligieuse, politique, d'un bord ou d'un autre, puisse avoir la même liberté de l'exprimer. Donc voilà un exemple d'un développement qui se base sur des faits et sur des raisonnements, mais qui sera évidemment disqualifié immédiatement par cette méthodologie platiste, que j'appelle platiste légitime, hein, puisqu'effectivement, je pense que nos anti-wokistes seraient d'accord au moins là-dessus avec nous pour dire que les platistes ne sont pas des gens sérieux et que les platistes n'ont pas une pratique, n'ont pas une épistémologie, n'ont pas un mode argumentatif qui est acceptable dans une société de progrès. Bon. Le problème, c'est que dès qu'ils parlent du monde social, ils sont platistes. Ils ont des modes de raisonnement. Ils vont dire « Ah, voilà, donc Thévagnan est celui qui prétend porter un voile dans l'espace public et que le fait qu'une femme puisse porter un voile dans l'espace public, c'est une preuve que le pays est laïque. » Ben oui, je dis ça. Thévagnan prétend que ce n'est pas la nouvelle laïcité woke venue d'Amérique qui nous demande d'accepter cette femme, mais la tradition française laïque de Ferry et 1905. Ben oui, je le dis. Mais c'est fondé sur des faits. Et vous voyez que la seule chose qui leur permet de dire le contraire, c'est uniquement l'amnésie, le non-recours aux faits et l'habitude d'avoir entendu dire autre chose pendant des heures et des heures et des heures ces dernières années. Voilà. C'est le rapport de force, c'est-à-dire tout ce que normalement une personne progressiste et prise de rationalité devrait récuser comme mode, comme argument décisif. Voilà. Donc, pour résumer, la raison encore une fois, la raison des anti-wokistes et la raison des wokistes n'est pas la même, parce qu'effectivement, le mot raison a ces deux sens. Il y en a un qui consiste à défier les évidences établies par le questionnement rationnel, l'autre qui consiste à les déifier, à poser des interdits de questionnement, des tabous, et à disqualifier et à diaboliser toute personne qui ose le questionnement. Et c'est comme ça que les personnes qui vont dans les écoles informer les enfants que le consentement, c'est important, que la sexualité, ça existe, que si elles se sentent attirées par quelqu'un d'autre sexe, ils ne doivent surtout pas en avoir honte et se suicider,
que s'ils se sentent mal dans leur sexe et qu'ils préfèrent être un garçon qu'une fille, qui sont pour le moment, ou l'inverse, ils ne doivent pas se sentir un monstre et se suicider. Le fait que des gens viennent dire ça dans des écoles, nos Braunstein par exemple, tous nos anti-wokistes traduisent ça en « on vient faire de la propagande pour forcer nos enfants à changer de genre ». Voilà, c'est ce niveau-là, si vous voulez, de pratiques argumentatives qu'on trouve, je vous jure, là vous pourrez aller vérifier, y compris en allant consulter les livres originaux, c'est ce niveau-là de mensonges, de faits alternatifs. Donc c'est pour ça qu'effectivement, la connexion qu'on voit aux États-Unis entre Trump, Musk, sous la bannière de l'anti-wokisme, c'est pas un hasard, c'est pas un fait proprement américain. Heinrich a fait une tribune dans Le Monde pour dire non mais ça c'est américain, moi mon anti-wokisme c'est mieux que ça. Non, c'est pas vrai. Les livres dans lesquels elle accepte de figurer, ses propres livres, on recourt exactement au même type de pratiques argumentatives et au même type tout simplement de mensonges. Alors je sais pas où j'en suis dans mon temps de parole. C'est pas grave si j'ai pas parlé des autres chapitres, ça viendra dans la discussion. Là, j'ai bien parlé des 3 premiers, qui sont justement la captation d'héritage des Lumières et le fait que donc, si je fais la synthèse, c'est bon ? Oui, c'est voilà. Donc, par exemple, je fais la synthèse en 3 points. Ce qu'on reproche aux anti-wokismes, une hubris de la raison critique qui sape toutes les évidences premières nécessaires à l'existence même d'un discours rationnel, premièrement. Deuxièmement, une hubris de la raison critique contre les institutions sociales qui sabrent toute possibilité d'ordre social et qui sèment le chaos. Donc la guerre des sexes, la guerre des races, etc. Voilà, vous dénoncez une discrimination, vous semez la division et la guerre des races. Vous vous battez pour le droit des femmes, vous semez la discorde dans les ménages. Bon. Et troisièmement, très présent aussi, le manque d'humour, le jargon, l'élitisme, le fait que ces gens qui se prétendent des égalitaristes emploient des mots incompréhensibles, non-binaires, appropriation culturelle et d'autres termes, et j'en passe. Et donc je rappelle là aussi, par une perspective historique, qu'il n'y a rien là-dedans ni de nouveau, ni d'américain, ni d'étranger à la tradition française, ni évidemment de toxiques, de dangereux, de menaçants, etc., mais que de toute éternité, tous les mouvements de pensée émancipatrice, de Socrate à Spinoza, à tous les philosophes des Lumières, ont été, en passant par les cathares et les gnostiques, ont été persécutés, ont été disqualifiés et persécutés au nom des 3 mêmes arguments. Y compris le manque d'humour, hein, y compris il y a tout un alors il y a Aristophane les nuées contre Socrate, il y a le procès de Spinoza, il y a le massacre des gnostiques. Gnostiques, c'est pareil, c'est ceux qui savent. Ceux qui savent, ils se sont jamais appelés comme ça, mais simplement les gnostiques, ils avaient la prétention de s'imposer, de s'ouvrir, de savoir, et de s'informer, et de s'éduquer, et de s'éveiller. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces gens qui se... Et donc, un effort, et ça c'est donc tour de passe-passe qu'on retrouve à l'époque de Spinoza, à l'époque des Lumières, à l'époque de l'existentialisme, Beauvoir et Sartre, exactement la même haine, les mêmes griefs et les mêmes pratiques de disqualification, et aujourd'hui le wokisme, c'est un effort sur soi, parce que ce soit stay woke ou chez les gnostiques ou chez les philosophes des Lumières, c'est une devise qu'on s'impose à soi, un idéal qu'on s'impose à soi, et retraduit en prétention à être plus que les autres. Et donc des gens qui se battent d'égalitarisme sont immédiatement accusés d'être des élitistes qui méprisent le peuple. En combattant les préjugés, c'est le bas peuple qui croit à ces préjugés que vous méprisez et que vous opprimez. Et au nom de ça, et donc les gnostiques, ceux qui savent, les sachants, ceux qui se prétendent plus savants que les autres, les Lumières, ceux qui se prétendent plus éveillés et plus éclairés que les autres, les wokistes, ceux qui se présentent plus éveillés, qui se prétendent plus éveillés que les autres. Et il y a tout un mouvement sur lequel je ramène la Lumière, qui est le mouvement des anti-lumières, qui s'appelait comme ça, qui s'appelait même les contre-lumières, et qui s'appelait à l'époque les anti-philosophes. C'est Palissot, c'est Fréron, c'est d'autres auteurs, et qui reprochent exactement ces 3 mêmes choses à tous ces Diderot, tous ces Rousseau, Voltaire, etc., les encyclopédistes, etc. Et inversement, après, à travers le cas de Braunstein, donc après avoir montré que les griefs contre les wokistes sont exactement les mêmes qu'ont subi au cours de l'histoire
de très glorieux prédécesseurs. Après avoir montré ensuite qu'à travers le cas de Bronstein notamment, et d'une conférence de Jean-François Bronstein, qui est un des plus virulents anti-wokistes, qu'on retrouve chez lui, donc absolument toutes les caractéristiques du discours des contre-lumières et des antiphilosophes. Et après avoir montré à cette occasion que Diderot, parce que donc, la chose un peu amusante et ironique, c'est que j'analyse une conférence qui se tient à l'Institut Diderot. Et oui, donc sous cette bannière du philosophe qui combat l'obscurantisme religieux des wokistes, et lui philosophe des sciences en plus, il développe tout son argumentaire. Et il dit, le wokisme, le danger très grave et très grand du wokisme, c'est de s'attaquer à 3 fondements de la civilisation et de la rationalité, qui ne peut être qu'occidentale. C'est l'opposition homme-femme, vivant-mort, homme-animal. Et je dis, c'est quand même marrant, donc je me replonge dans l'œuvre de Diderot, que je connais très bien pour y avoir passé beaucoup de temps pendant ma période d'étudiant en philo, et notamment au Rêve de d'Alembert et au supplément au Voyage de Bougainville. S'il y a quelque chose qui, alors d'abord, s'il y a quelque chose qui caractérise la philosophie en général, c'est justement de questionner les dualismes un peu trop tranchés, et particulièrement Diderot. S'il y a un philosophe dans la tradition française et même au-delà qui s'est donné comme programme de radicalement déconstruire jusqu'à nier par des arguments l'opposition homme-femme. Il y a quand même des choses magnifiques dans le Rêve de d'Alembert sur le fait que l'homme est le monstre de la femme et la femme est le monstre de l'homme. Donc parfaite symétrie, sachant que le monstre est analysé, d'après les connaissances en biologie à l'époque, comme une infime variation sur une base d'identité absolue. Donc c'est quand 2 êtres sont absolument identiques, et la monstruosité par rapport à la norme, c'est quand il y a une infime variation. À quoi donc Julie Lespinasse, dans le dialogue avec d'Alembert, Bordeu, les personnages du livre de Diderot, dit on peut donc dire que l'homme est le monstre de la femme et la femme le monstre de l'homme. Voilà. La vie et la mort. Donc, je ne vais pas reprendre toutes les analyses, mais pareil, déconstruction, et il n'est pas le premier philosophe quand même à le faire. Et troisièmement, l'homme et l'animal. Et à tous ces niveaux-là, donc on a en Diderot, si on ajoute l'anticolonialisme assez radical, qui va jusqu'à comprendre la violence meurtrière des colonisés contre leurs oppresseurs, en gros, voilà, une tonalité un peu fanonienne dans le texte de Diderot, eh bien, on a en Diderot qui est le prototype, le portrait robot de l'anti-wokiste extrémiste, d'après le portrait de M. Bronstein et de tous les anti-wokistes. Voilà. Et enfin, donc, à travers le livre de Suzanne Neyman, je montre bien que le vrai usage critique de la raison, fidèle à l'héritage des Lumières, où est-ce qu'il a de meilleur, on le trouve et dans la pratique, et dans les moyens, et dans les fins, dans les revendications des anti-wokistes, et que ce qu'on trouve chez des wokistes, pardon, et que ce qu'on trouve chez les anti-wokistes, aussi bien au niveau des modes d'argumentation que des principes de départ et des revendications à l'arrivée, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas de défier la pseudo-naturalité des hiérarchies, c'est de la déifier. Voilà, je m'arrête là. Et puis pour le reste... Peut-être si tu avais pu dire 2 mots sur les liens entre le combat intellectuel des anti-wokistes et voilà... Le lien avec le lepénisme, voilà, oui, et la lepénisation. Ça me paraît intéressant. Bien sûr. Alors, je dois avouer d'ailleurs qu'en cours de rédaction du livre, ça s'est imposé à moi parce que ce n'était pas aussi évident au moment où j'ai commencé à écrire sur ce sujet. Et au fil des mois, ça s'est clarifié. En gros, ils m'ont facilité le boulot. C'est-à-dire que sur la trentaine d'auteurs de pamphlets anti-wokistes que j'ai trouvés, dont certains continuent de dire « mais on est la gauche, on est la vraie gauche », alors ça peut être risible. Hein. Chez Suzanne Neyman, c'est moins risible parce que c'est une conseillère d'Obama qui a été contre la guerre en Irak, qui plus jeune était contre la guerre du Vietnam, qui se dit toujours anticapitaliste, qui critique la politique de Netanyahou. Bon. Mais quand c'est Michel Onfray et Nolo qui disent « c'est nous la vraie gauche », tout le reste de la gauche wokiste a trahi et donc c'est nous la vraie gauche. Bon, c'est des gens qui aujourd'hui sont très clairement, ont fait campagne pour Zemmour, pour l'extrême droite, sont sur CNews et ne mènent que des combats fascistes. C'est l'extrême droite. Quand c'est Enthoven ou Fourès qui disent c'est nous la vraie gauche, non, c'est pas des fascistes au niveau de CNews, mais c'est quand même des gens qui très globalement soutiennent un gouvernement Macron, pour dire vite, un cercle de la raison macroniste, pour dire vite, qui est ancré à droite, de manière nette, et qui, regardez ce que Fourest écrit sur MeToo, donc qui n'est ni féministe, ni quoi que ce soit d'autre, ni antiraciste, ni... ça peut se démontrer aussi. Donc, mais quand c'est... Voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Oui, le lien avec l'extrême droite. Quand je dis qu'ils m'ont facilité le travail, c'est que
au fil des mois, et notamment à la faveur de la grande peur qu'on a eue l'été dernier, ça s'est clarifié. Alors d'abord, ça c'était déjà dans mon chapitre avant l'été dernier. C'est que le Bronstein dont je vous parle, à la fin de la conférence, il y a un certain Roger Chudeau qui prend la parole au moment des questions et qui dit, voilà, je suis député, j'approuve tout ce que vous dites, et d'ailleurs, notre groupe parlementaire va mener des actions dans le prolongement de votre analyse contre ce péril civilisationnel qu'est le wokisme. On a déjà déposé des propositions de loi pour l'interdiction de l'écriture inclusive, on va aller plus loin, et je voudrais vous inviter à... Je tiens à vous le dire, et je tiens aussi à vous inviter à faire une formation, une conférence au sein de mon groupe parlementaire. C'est le Front National, c'est le Rassemblement National. Et il n'y a pas un mot, ni dans la salle, ni du modérateur Comte-Sponville, ni de l'invitant, ni de l'invité dans sa réponse, qui marque une quelconque distance. Il répond sur le fond. Et il y a une seconde question d'une certaine Claudine Cohen, chercheuse qui visiblement le tutoie et le connaît, de l'époque où ils faisaient ensemble de la philosophie des sciences, et qui dit, écoute, moi je suis inquiet du wokisme aussi, mais j'entends tout ce que tu dis, mais il y a quand même quelque chose qui me gêne, c'est qu'à la fin de ta conférence sur les signes d'espoir, tu cites Orban, DeSantis et Trump, qui ont eu le courage de se lever et de prendre des mesures, c'était avant que Trump soit élu, contre le wokisme. Du coup, DeSantis, qui lui est gouverneur, est plus mis en avant que Trump dans le propos de Bronstein. Et elle dit... En fait, j'ai du mal quand même. Est-ce que vraiment l'esprit des Lumières peut être incarné par Orban, Trump et DeSantis? Et la réponse de Bronstein, c'est de dire ça suffit avec cette intimidation permanente, ce chantage à l'extrême droite. Aujourd'hui, le péril est tel que gauche-droite, ça ne veut plus rien dire. Et il faut arrêter d'avoir peur de se faire qualifier de Trumpiste ou je ne sais quoi. Parce que voilà, il y a péril dans la demeure. Et donc, non. Objection nulle et non avenue. La sauvegarde de la raison et du progrès, c'est d'être derrière Trump, DeSantis ou Orban et d'espérer quelque chose d'eux. Donc vous voyez que c'est des gens qui, de longue date, avaient cheminé. Et de facto, alors au-delà de ce cas, qui était déjà très intéressant, en juillet dernier, entre les deux tours, dans le Figaro, il y a eu un appel à voter Rassemblement national. Alors, pervers au point d'utiliser la bannière et le lexique du barrage républicain, du vote barrage. Bon, retournement classique, réappropriation culturelle là aussi, par l'extrême droite de la tradition de gauche, du front antifasciste, et expliquant que le péril de la France, c'était l'antisémitisme, que l'antisémitisme, c'était le nouveau Front populaire, et qu'il fallait donc voter partout pour le candidat en face. Et c'était un texte écrit à un moment où on savait qu'il y avait en face. Dans 8 cas sur 10, circonscriptions sur 10, c'était le Rassemblement national. Donc, sans jamais prononcer le mot, il était dit explicitement voter Rassemblement national contre plutôt les fascistes que le Front populaire. Et je retrouve un tiers des auteurs de ces pamphlets anti-wokistes signataires, dont Bronstein, mais 7-8 autres, parmi Taguieff et quelques autres, dans la liste de ces signataires, appelant ouvertement à voter pour l'extrême droite fasciste en France. Ce qui me fait dire, dans l'introduction du livre ou dans le chapitre qui est consacré à ça, et à l'eupénisation de l'espace public, c'est aussi un chapitre dont je n'ai pas parlé, mais il y a un chapitre qui parle de justement comment les reconfigurations récentes de l'espace public et les modes de débat dans les grands médias favorisent les pratiques dont j'ai parlé. L'appel au bon sens, la disqualification du raisonnement, etc. etc. Et comment c'est un univers qui n'est pas neutre, qui fait que certains types de positionnements politiques, certains types d'orateurs, ils sont comme des poissons dans l'eau, certains types d'autres orateurs, plus épris de rationalité, de raison critique et de lumière, s'y trouvent très malmenés. Non pas forcément au départ mal à l'aise, parce qu'ils n'ont pas l'habitude des plateaux ou que sais-je, mais malmenés par les maîtres des lieux, qui leur disent taisez-vous, répondez-moi tout de suite, faites pas de longs discours, etc. Donc là, je conclus dans le livre, mais finalement la jonction entre le combat culturel, intellectuel, dans des essais qui parlent du théâtre, de la cancel culture, on n'a pas parlé de la cancel culture, des représentations de théâtre annulées ou que sais-je,
qui a l'air d'être purement comment nos films et nos séries changent, pourquoi il y a des trucs un peu woke dans les films et les séries, pourquoi on représente les minorités, est-ce que c'est bien ou mal, est-ce que c'est bien fait ou mal fait, des débats qui ont l'air d'être culturels, intellectuels, et des débats de campagne électorale, il faut voter pour l'extrême droite pour l'amener au pouvoir. En fait, la connexion, elle n'a plus à être faite, elle peut être faite de plein de manières, notamment sur les modes argumentatifs qui sont les mêmes, notamment sur les principes de départ et les revendications d'arrivée qui sont les mêmes, la haine de l'égalité, la haine des minorités. Mais elle n'a même plus à être faite logiquement de cette manière-là, puisque empiriquement, elle est constatée. Ce sont les mêmes intellectuels qui mettent leur autorité d'auteur, d'universitaire ou que sais-je, au service d'une pétition appelant à voter pour l'extrême droite politique. Donc en fait, la jonction... Alors, je n'ai pas parlé de Pierre-Édouard Stérin, mais j'en parle dans le livre, Bolloré, Stérin, etc. Il y a même des faits qui commencent à être très bien documentés sur le fait qu'il y a un complot, et il n'y a pas besoin d'être complotiste, puisque eux-mêmes disent qu'ils conspirent, qu'ils préparent, qu'ils planifient, qu'ils mettent des millions d'euros avec, c'est dans l'intro du livre, la cible numéro 1, le front le plus budgété sur un tiers des millions alloués, en tout cas à l'époque débloqués sur les millions alloués par Stérin, c'est sur le front de la lutte contre... Alors il y a islamisme, immigrationnisme, bon, plein de mots en isme, il y a 4, 5, 6 fronts, et wokisme. Et pour le moment, à l'époque de l'article de l'UMA l'été dernier, le front qui avait le plus, sur lequel il mettait le plus le paquet, c'était le wokisme. Voilà. Donc la connexion, elle n'est pas seulement démontrable sur l'analyse des discours, mais elle est même constatable empiriquement, qui voit qui travaille pour qui appelle à voter pour qui dépense sa fortune personnelle pour qui. Voilà. En 5 minutes, ta conclusion, soyons woke. Alors, soyons woke. Il y a 2 conclusions. Il y a un chapitre positif programmatique qui s'appelle « Plaidoyer pour les bons sentiments », qui défait, qui déconstruit. Là, c'est le passage où je suis vraiment sur du pur argumentatif, sans aller regarder qui dit quoi. Simplement, je m'attaque à des structures de pensée qui sont très répandues, y compris chez nous, qui peuvent chez nous, les progressistes, les droits-de-l'hommistes, ce que vous voulez, les wokistes, justement, ceux qui sont wokistes ont le mérite de remettre en cause ces évidences un peu ancrées. On ne fait pas de bonne politique avec des bons sentiments, on ne fait pas de bonne littérature ou de bon art ou de bon cinéma avec des bons sentiments. Et je fais une démonstration en 4 points qu'on ne fait pas de bonne littérature et de bonne politique sans les bons sentiments. Et que s'il est vrai que les bons sentiments ne sont pas suffisants, parce qu'il faut une élaboration esthétique ou une élaboration politique qui ne va pas de soi pour avoir une valeur, une efficacité artistique ou politique. En revanche, ils sont strictement nécessaires. Et le problème, c'est que la fameuse phrase, ces espèces de leitmotiv, de proverbes qu'on nous balance pour clore le débat, exactement comme on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, sert à clore le débat et la réflexion. En gros, le problème que je soulève sur ces sortes de maximes, c'est que d'abord, c'est qu'elles clôturent la réflexion d'abord, et ensuite que, à leur manière, sous couvert de lutter contre un moralisme, elles installent ce que j'appelle un ordre moral immoraliste. C'est-à-dire, elles imposent en vérité aux créateurs en art des limites extrêmement étroites, des normes extrêmement sévères, et pareil à la politique. C'est-à-dire que le postulat, ce que j'appelle la thèse 1, ou la version 1, la version, pour ma part, acceptable et effectivement presque évidente de ces 2 énoncés. On ne fait pas de bon art, on ne fait pas de bonne politique seulement avec des bons sentiments. Ça ne suffit pas. Le problème est que le sens qu'on lui donne la plupart du temps va bien au-delà, et que premièrement, on s'en sert pour dire que ce n'est pas nécessaire. Et moi, je pense que dès ce moment-là, on peut contre-argumenter en montrant qu'une œuvre d'art où il n'y a aucun bon sentiment, où la bassesse humaine est montrée sans contrepoint, sans recul, sans la présence quelque part de son autre pour le rendre comique, risible ou tragique, détestable, révoltant, n'est pas une grande œuvre d'art. Et pareil pour une bonne politique. Une bonne politique peut prendre en compte nos penchants les plus bas, etc., pour justement être efficace et pas mettre un coup d'épée dans l'eau. Mais une politique qui ne prend en compte que ça, sans avoir comme boussole le fait qu'il y a quand même des bons sentiments à valoriser et à concrétiser dans le réel social, plus d'égalité, plus de justice, moins de violence contre qui que ce soit, ne fera pas une bonne politique. Donc le premier problème que je soulève, c'est le fait de passer de la non-suffisance à la non-nécessité.
Et puis par ailleurs, le problème, c'est que ces mantras, ces formules sont bien plus toxiques que ça, parce qu'en fait, le sens qu'on leur donne la plupart du temps, c'est que non seulement ce n'est pas nécessaire à une bonne politique ou une bonne œuvre d'art qu'il y ait des bons sentiments et qu'il y ait un souci éthique, c'est qu'il est nécessaire qu'il n'y en ait pas, et qu'il y a une prime à la dégueulasserie, et qu'on va reprocher régulièrement à un film, un roman ou une œuvre d'art, dès lors qu'il y a un petit peu des bons sentiments, que le viol est dénoncé, que l'oppression de la femme est dénoncée, que le racisme est dénoncé, d'être un cours, d'être didactique, de ne pas être de l'art. Et inversement, il y aura une prime à la dégueulasserie ultime, extrapolation problématique de cette phrase, c'est que non seulement on lui fait dire qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait des bons sentiments, qu'il est nécessaire qu'il n'y en ait pas, mais même qu'il suffit qu'il n'y en ait pas. Et on voit régulièrement, dans la critique d'art ou dans la politique, les personnes qui disent les choses les plus dégueulasses sont créditées parce qu'elles ont dit quelque chose de dégueulasse, d'avoir un sens politique particulièrement aigu, une lucidité politique, un sens stratégique particulièrement aigu, ou inversement, sans avoir élaboré la moindre stratégie un peu travaillée, ou le moindre travail d'élucidation pour prétendre à cette lucidité. Et pareil pour une œuvre d'art. Une œuvre d'art, elle va être qualifiée de tous les adjectifs les plus valorisants. C'est subversif, politiquement la provocation dégueulasse, on va dire qu'elle a le mérite de mettre le coup de pied dans la fourmilière, ou que sais-je, mais qui a même une prime à la dégueulasserie qui fait que, d'une vérité de départ qui est qu'il n'est pas suffisant d'avoir des bons sentiments pour faire du bon art et de la bonne politique, on arrive en fait à lui faire dire qu'il est suffisant d'être dégueulasse pour être un grand artiste ou un grand stratège politique. Et donc, voilà, et à la fin, il y a une petite conclusion en forme, du coup, sur cette base-là, de clin d'œil et de calembour, parce que j'aime bien ça. Walk on the Wild Side. Donc, je finis sur Lou Reed, sur 2 chansons de Lou Reed, et sur l'idée que, comme dit Alain Finkielkraut, si ça vous amuse et si vous réclamez, je vous lirai la citation délirante de Finkielkraut, mais il explique que le wokisme est un vandalisme, et j'explique comment on peut revendiquer une sorte de vandalisme doux et comment dire, doux, beau, sweet, soft and smooth, comme disait l'autre, qui peut être une bonne boussole, qu'à certains égards, c'est vrai que c'est un vandalisme, ça vandalise un certain ordre social, mais pas l'ordre social. Ça vandalise une certaine idée de la civilisation et de la civilité, mais pas la civilisation et la civilité. C'est juste peut-être une porte d'entrée vers une autre société, d'autres rapports sociaux et une autre civilité bien plus habitable par tout le monde. On pourra peut-être revenir là-dessus, en parlant notamment de cancel culture. C'est que quand on cancel des cancellers. On cancel des gens qui étouffent, qui tuent, qui oppriment, qui humilient. Et on les cancel pour donner de l'air à des gens, pour leur liberté d'expression et leur liberté tout simplement parfois d'exister. Dans le milieu de l'art, tout ce que MeToo pose, ça va peut-être canceller 3-4 grands cinéastes ou producteurs installés dans le paysage depuis 4 décennies, mais est-ce qu'on pense à ce que ce mouvement peut libérer comme espace pour toutes les actrices qui ont eu des carrières, parfois leur santé, parfois leur vie, bousillée par le silence, le non-dit, l'acceptation et le non-cancelage de ces abus de pouvoir. Ce qu'on cancelle, c'est des abus de pouvoir. Les vrais cancellers qui cancellent au sens vraiment menaçant du terme, c'est-à-dire de supprimer, canceller, c'est supprimer des vies, de supprimer des conditions de vie, des conditions de confort, des conditions de minimum d'espace d'expression. Moi j'ai cité ça sur Mediapart, moi je suis d'une culture, les Arméniens en Turquie, ils ont été cancellés pour de vrai. Les Algériens, par la colonisation, ils ont été cancellés pour de vrai. Les peuples noirs qui ont été esclavagisés, leur peuple et leur culture ont été cancellés pour de vrai. Quand on veut supprimer la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, vous voyez bien que le mot « canceller » ne désigne pas la même réalité. On cancelle un canceleur, on supprime une statue, on ne tue pas un être humain, on ne tue pas une culture, et y compris enlever cette statue va permettre à un certain nombre de personnes d'accéder à un besoin fondamental et inaliénable, comme disaient donc les 18e-istes, qui est le besoin de respirer et d'être un minimum respecté par le pays qui prétend et par les institutions qui prétendent vous représenter. Donc j'ai vraiment débordé. Sur cancel, on pourra y revenir, mais il y a une défense d'une forme de cancel culture
dans ses formes non violentes, vous l'avez compris. Mais l'idée aussi qu'on se batte pour ne plus entendre, ne plus voir et ne plus avoir dans notre espace public certaines choses, ce n'est pas contraire à la liberté d'expression, ça ne l'a jamais été. Cette idée ne vient pas d'Amérique, elle n'est pas récente. Le droit français, la tradition, le combat de nos nobles prédécesseurs sur ces fronts-là a toujours été pour que certaines choses, pour que l'esclavage soit aboli. Et quand des trans, des homosexuels, des femmes, des minorités ethniques ou d'autres se battent pour ne plus jamais avoir à entendre certains propos, c'est pour libérer un espace d'abord de respiration, de santé mentale, et également pour avoir l'espace de poser enfin, d'exprimer enfin des tas d'autres choses. Pour prendre une image, et je finirai là-dessus parce que je suis en train de le pratiquer moi-même, il y a un côté anti-jeu et occupation de l'espace chez ces gens qui réclament une liberté d'expression absolue, sans cancelage, sans qu'on fasse le vide, sans qu'à un moment donné, on leur interdise d'une manière ou d'une autre de dire certaines choses. C'est que un homosexuel qui doit passer sa vie à démontrer juste qu'il est un être humain comme les autres, on le prive de la possibilité d'exprimer bien d'autres choses qui vont bien plus loin, et pareil pour un trans, et pareil pour les minorités ethniques, et pareil pour tous les opprimés, et pareil pour les femmes. Donc il y a vraiment l'idée que la cancel culture peut être quelque chose de positif et d'assumable, et de revendiquer comme le wokisme, tant que, c'est la formule que je donne pour aller vite, tant que c'est par des armes qu'on cherche à canceller, par les armes du droit, de la plainte en justice, de la manifestation, de la contre-argumentation, du boycott. Tout ça, ce n'est ni américain, ni récent, ni toxique. Ça fait partie des armes légitimes. En revanche, évidemment, dire « tu as tenu un propos raciste, je vais mettre ton nom et ton adresse sur les réseaux sociaux et je me lave les mains de ce qui t'arrivera », ça fait partie d'une ligne rouge qu'on peut effectivement et qu'il faut tracer. Mais vous voyez bien que ça ne disqualifie pas du tout. C'est une mise au point sur les moyens. Ça ne disqualifie pas du tout le principe de la légitimité d'avoir le cancelling ou le cancelage, ou je ne sais pas comment on dit, comme objectif. Voilà.